reçoit chez Filigrane ce soir à l'occasion de J'ai fait un rêve aux éditions de l'Aube, des entretiens avec Gilles van der Potten. Oui. On va commencer par présenter le livre. Il a un nom belge, mais il paraît qu'il n'est pas. Oui, j'ai cru. Moi, j'ai cru. C'est rare que des gens trichent et se veulent dans ce sens-là, oui. Sans l'être. Mais il est peut-être belge, mais il est à la fois très intelligent et très sympathique. C'est un... N'étant pas belge, je ne relève pas. C'est un des collaborateurs de Stéphane Hessel, c'est important de le présenter. C'est en fait ce qui m'a convaincu. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais il m'a envoyé une lettre un jour pour me dire je ne le savais pas, ou peut-être le savais-je, mais bref, je m'y étais pas attardé. J'avais lu le premier livre de Stéphane Hessel, le fameux Indignez-vous, qui a fait un malheur, si je puis dire, un peu partout. Mais l'autre livre, avec Gilles, je ne le connaissais pas. Et voilà, il m'a écrit. Il m'a dit qu'il avait fait aussi un livre avec Daniel Mitterrand, que j'avais tendance à préférer à son mari. Et donc, c'est-à-dire qu'elle était plus de gauche que lui. Et donc, voilà. Et ça m'a surpris parce que d'abord, elle était morte et Stéphane était vieux. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui leur prend ils ont vu un médecin, quelque chose. Ils savent que je suis condamné, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils veulent s'approcher de moi pour que je fasse mes dernières confidences? Et puis non. Et ce garçon a 27 ans, il est très intelligent, il est très cultivé, il est très militant au sens où je l'entends, c'est-à-dire il n'est pas dans un parti politique, mais il va de l'avant, et voilà, c'est très intéressant pour un type de ma génération de parler avec un garçon qui est plus jeune que mon fils Nicolas. D'ailleurs, le titre de la collection qui est dirigée par Gilles van der... Je veux bien qu'un Belge me dise si on dit Gilles van der Putten ou van der Potten, en fait. Potten? J'entends pas la différence. Putten et Potten? Oui. C'est pour. Van der Putten aussi, oui, on peut faire. Il est directeur de collection chez l'Aube aussi, et la collection, c'est super intéressant, ça s'appelle Conversation pour l'avenir. C'est des entretiens donc avec des penseurs, oui, des philosophes, des artistes. Et il mène aussi un combat avec un groupe qui s'appelle Reporters d'Espoir. Reporters d'Espoir. Je fais tout le boulot, moi, celui-ci. J'ai même pas eu le temps de le dire. Racontez-nous Reporters d'Espoir. Non, je vous en prie, parlez, j'aime bien. Je sais pas ce que c'est Reporters d'Espoir. Ça me repose. Donc c'était pour dire que cette conversation s'appelle Conversation pour l'avenir. Cette collection, pardon, s'appelle Conversation pour l'avenir. C'est vraiment des conversations avec des penseurs, des gens engagés, dans le but de transmettre quelque chose. En effet. Et voilà, moi je me demandais déjà comment s'était faite la rencontre avec Gilles van der Potten, et surtout comment vous avez réagi à l'idée qu'il y avait vraiment le désir de faire un passage avec ce livre. Bien, d'abord, ça m'a pas à ce point surpris parce que dans mes spectacles, je me préoccupe sur scène beaucoup de politique. J'ai ma revue de presse où je commente presque au jour le jour. Il m'arrive d'en avoir marre d'ailleurs, car il arrive aussi que l'humoriste et le citoyen ne soient pas tout à fait dans la même humeur. Et donc voilà. Alors il faut faire du drôle avec du triste. Alors que là, d'une certaine manière, il y a des extraits de cette revue de presse. Il m'arrive d'avoir quelques petites cabrioles humoristiques dans mes réponses, mais c'est un livre, voilà, d'un être normal, quoi, qui dit les choses, qui le ressent, et je m'appuie, en effet, guidé par Gilles, sur mon passé, sur ma naissance en Algérie, qui a été fondatrice de ce que je suis. J'ai essayé toute ma vie de ne pas décevoir l'enfant que j'ai été, et qui était un enfant rêveur et ambitieux au sens fort du mot, qui n'est pas l'ambition carriériste ou opportuniste. S'il vous plaît, les libraires, coupez vos téléphones. Et donc, et dans ce livre, je dois vous faire un aveu d'ailleurs, je n'ai pas changé une seule question à la relecture de Gilles, qui a posé des questions épatantes et extrêmement excitante au sens où j'avais envie de répondre chaque fois.
Mais en revanche, habitué que je suis à écrire le langage parlé, cette conversation a été réécrite par moi après. Ouais. Je n'ai pratiqué aucune autocensure, mais simplement parler dans un magnétophone ou dans un micro comme je le fais en ce moment. Vous êtes en train d'ailleurs de le réaliser, c'est pas follement intéressant, mais donc pour que ce soit lu et que ce soit agréable à lire et oui, intéressant, tout simplement intéressant. Il y a tellement de livres, vous vous rendez compte? J'en ai des concurrents. Donc, il semblerait que le livre soit parti pour bien se porter, semble-t-il. Ah, il est en forme, oui. Oui, oui. Je vous confirme. Et voilà. Et donc, c'est un livre un peu différent de ce que j'ai déjà publié. J'ai publié un livre. Ça a commencé en 75. J'avais publié un livre autobiographique qui s'appelait Je craque. Et je craquais, d'ailleurs, à l'époque. Je connaissais deux malheurs. Je venais de me séparer de ma femme, Sophie Daumier, que j'adorais, mais voilà, bref, la vie. Et Giscard d'Estaing était arrivé au pouvoir. C'est beaucoup pour un seul homme, sensible. Et donc, voilà. Et puis après, j'ai fait pas mal de livres qui ont été publiés par différents éditeurs, Le Cherche Midi, etc., qui étaient souvent des livres de mes spectacles, avec des phrases, des aphorismes, tout ça voilà, pour que ça reste, tout ça. Ça a permis à des tas de gens, des humoristes, je mets des guillemets à humoristes pour cela, de me piquer beaucoup de choses que j'ai retrouvées après chez Drucker, des phrases entières qui sont de moi, dans la bouche de tel ou tel imitateur, et je pense qu'effectivement, dans l'imitation, on est avoué à un genre limité, et donc voilà. Et je ne dis pas ça seulement pour qui, donc, déjà, par charité, j'ai oublié. Vous disiez à l'instant, en parlant de vos spectacles, vous disiez faire du drôle avec du triste. C'est vrai que dans ce livre, il y a un peu, il y a un peu un constat de désillusion par rapport à ce rôle d'humoriste. Et vous faites une différence entre engagement premier degré et engagement deuxième degré, donc l'engagement en tant qu'humoriste. Et vous dites que là, vous êtes plus parti dans un engagement premier degré. Ah ben oui, que vous sûr. doutez du pouvoir que vous avez sur scène encore. D'une certaine pouvoir manière, de changer des esprits. J'ai du mal à me contenter de tic-tac, droite-gauche, gauche-droite. Il y a des moments où tout ça se ressemble. Et d'ailleurs, je vous fais une confidence, puisqu'on est seuls tous les deux. Je vais rejoindre un collectif qui a été créé par Stéphane Hessel, d'ailleurs. J'avais de très bons rapports grâce à Gilles. J'avais rencontré Stéphane Hessel dans différentes associations à laquelle j'appartiens et auquel il appartenait. Je parle pas français, moi. Oh, c'est pas grave. Des Belges. Et donc, je sais plus ce que je disais. Je fais des phrases vous avez rejoint que même moi, à un moment, ça m'intéresse plus. Mais à défaut de poser des questions, je vais vous servir à ça. Je vais vous redonner le fil de votre pensée. Vous parliez d'un collectif. D'un collectif, oui, qui s'appelle le collectif Roosevelt. Moi, si je m'attendais à faire partie d'un collectif Roosevelt, mais ce collectif essaye de corriger à sa façon, sans faire pour autant une révolution à la Jean-Luc Mélenchon. C'est Michel Rocard, Edgar Morin, un économiste, Pierre Laroutourou, qui a publié d'ailleurs un livre avec Michel Rocard, qui est un ami, qui est venu très souvent passer des vacances chez moi en Corse. Bref, et que j'aime beaucoup, que j'aimais même sous Mitterrand. J'étais très proche de Mitterrand parce que Mitterrand, je l'avais soutenu, non pas pour lui, mais contre Giscard. Je fais partie de ces électeurs qui votent plutôt contre que pour, et je suis plus sûr de mes dégoûts que de mes goûts. Et donc, pour me remercier, il m'a beaucoup invité, tout ça, mais j'ai vu dans ce Versailles rose qui était devenu l'Élysée, j'ai vu des
des courtisans qui auraient pu être dans une pièce de Molière, des marquis qui étaient là, de gauche, mais qui, pour faire plaisir à Mitterrand, qui ne goûtait que moyennement la présence de Rocard, disaient des choses horribles sur Rocard et sur sa vie privée surtout. Enfin, j'ai tout entendu, mais je suis toujours resté fidèle à Michel Rocard, car voilà, je n'appartiens à personne. Je ne suis pas dans un parti, je n'ai qu'une carte, celle de la Ligue des droits de l'homme, et donc qui peut faire des choses beaucoup. On en parle aujourd'hui, notamment dans la presse française, à propos des voyages de Hollande, qui va par exemple en Chine, qui va rester 3 minutes en Chine. Il n'osera même pas parler de ce qu'est la Chine, c'est-à-dire un pays haïssable à la fois dans ce qu'il a de communiste au mauvais sens du terme et de capitaliste au mauvais sens du terme. C'est un pays qui peut être fréquenté par Nicolas Sarkozy ou Jean-Pierre Raffarin, qui d'ailleurs sert de guide à François Hollande. Et je sens qu'aujourd'hui même, c'est en train de basculer en France en ce moment, car il y a toute une partie du Parti socialiste même, et des gens qui sont proches de Hollande, qui en ont un peu marre de ces hésitations, de ces timidités, il faut bien dire, de ces voleries aussi. Et voilà, nous en sommes là, nous, en France. Alors on en était au collectif Roosevelt. Moi je veux bien que vous expliquiez. Mais oui, mais... Il est têtu. Je le connais, mon David. Oh, il est têtu. On me l'avait prévenu. D'une certaine manière, c'est un groupe, donc, dans lequel sont des gens très différents. Je pense, j'ai par exemple des rapports extrêmement privilégiés avec le leader des syndicalistes d'ArcelorMittal, qui ont été très maltraités, ces sidérurgistes, par M. Mittal, l'Indien. Je dis sur scène que dans les westerns, je suis pour les Indiens, mais que celui-là, j'ai envie de prendre un cheval, mettre un chapeau de cow-boy et d'aller le descendre. Tellement c'est vraiment un salaud. C'est parce que je ne suis pas de cette gauche abrupte qui pense que tous les patrons sont des salauds. Ça. Et quand on a des problèmes, quand ça ne marche pas, quand ça marche moins bien, ça, on peut comprendre que des patrons se privent d'une partie de leur personnel. Ça. Mais là, pas du tout. Ce sont des patrons. Hein, ce type Mittal, il est riche à crever, mais il ne veut pas crever. Simplement, il joue à la fois au domino et... comment s'appelle ce jeu bref. Comment Monopoly, voilà. Merci. Oui, soufflez-moi, parce que je suis un peu âgé quand même et il faut m'aider. Et donc voilà, il vire des gens en Moselle, et puis il transporte tout ça ailleurs, enfin bon, et c'est insupportable. Et Hollande vient de se déshonorer aussi là, car il avait fait des promesses à la manière de Sarkozy, qui avait promis à d'autres sidérurgistes. Et bon, on se demande pourquoi un clown comme moi se préoccupe de la sidérurgie. Mais c'est pas de la sidérurgie, je m'occupe des êtres. J'ai repris très souvent sur scène une phrase de votre compatriote Jacques Brel, que j'ai eu la chance de côtoyer. J'ai mal aux autres. Et donc, c'est ça, moi. Je suis comme ça. Je n'ai pas à me plaindre de ma vie. J'ai la chance de faire encore tardivement un métier qui me passionne, d'y gagner très agréablement ma vie. Je ne suis pas riche parce que je dépense tout. Et on m'aide autour de moi. Mes êtres chers sont très chers. Et donc, voilà, mais n'en déplaise à Éric Zemmour ou à Natacha Polony, on peut être attentif au malheur du monde sans en être la victime. Et c'est un peu voilà, à ce genre-là que j'appartiens, et je ne suis pas le seul. Je suis en compagnie de Michel Onfray, le fameux philosophe, et de Boris Cyrulnik, et d'un tas de gens qui, heureusement,
Vous savez que Robespierre et Danton et d'autres n'étaient pas vraiment des pauvres, mais ils ont fait la révolution. Bon, moi je suis pour la révolution de velours, à la Vaclav-Havel. Je suis contre la violence physique, je suis contre des gens qui s'entretuent dans la rue. Bon, faites attention avec les flamands, vous. Vous en parliez à l'instant, il y a un mot qui revient très souvent dans J'ai fait un rêve, c'est le mot ami. Vous citez beaucoup des gens qui vous entourent, donc vous venez d'en parler, Michel Onfray, Boris Cyrulnik et Desproges. Desproges, irremplaçables. Je fais partie de ces gens, enfin je ne crois pas être le seul, qui ont des deuils interminables. Je n'arrive pas à m'habituer au départ définitif de certains. On sent que Simone Signoret, Pierre Desproges. J'ai eu la chance, moi, de rencontrer des gens épatants. Voilà. Je ne fréquente pas utile, je n'ai jamais cherché à fréquenter des gens parce qu'ils auraient pu m'aider à ceci, à cela, mais ils me sont tombés dessus. Voilà, Simone Signoret, j'ai écrit un film qui s'appelait Dragée au poivre il y a longtemps, un film à sketch, elle a joué ça avec Belmondo qui était mon copain. Voilà, je me souviens que j'avais joué un sketch qui n'était pas de moi dans un cabaret de Saint-Germain-des-Prés et j'ai connu mon héros Jacques Prévert qui m'a conseillé d'écrire. Je sais pas comment il a su ça, que je pouvais écrire. Alors je lui obéis. Parce que c'était Jacques Prévert, dont je disais des textes en classe de grec. J'interrompais les classes de grec et j'allais dire du Prévert en Algérie quand j'étais enfant ou jeune homme. Et donc... Et tout d'un coup, il me dit, parce que j'avais dit mon horreur de ce que j'appelle le théâtre digestif, théâtre, vous voyez, je laisse ça à Franck Dubosc, quoi, ou je sais qui. Et donc, j'aime faire rire, mais pour moi, le rire n'est pas le contraire non plus de l'émotion. J'ai écrit un texte pour clore mon spectacle. Je l'ai écrit dans les années 70, il est atrocement d'actualité. La vie est une comédie italienne sur une musique à la manière de Nino Rota que m'a écrite le musicien de l'une de mes amies disparues, qui fait partie de celle dont je n'arrive pas à m'habituer à son absence, Barbara, qui a d'ailleurs... à ses débuts vécu ici même, à Bruxelles. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, Brassens, Brel, Ferré, Nougaro, que j'adorais. Voilà, et j'ai du mal à m'habituer à ce qu'il ne soit pas là avec nous. Mais alors, parmi ceux qui sont toujours vivants, donc on parlait d'Onfray ou de Cyrulnik, vous vous sentez encore une communauté de penseurs vous avez des gens avec qui vous avez une communauté d'idées? Vous savez, moi je suis un autodidacte. J'ai aucun diplôme, aucun. Mais je me suis aperçu que François Giroud, qui a été ministre de la Culture et qui écrivait formidablement, je me sers d'ailleurs souvent d'une phrase en la citant, car moi je ne suis pas un plagiaire, contrairement à beaucoup de gens de mon métier. Et je ne dis pas seulement ça pour Stéphane Guillon. Je la cite souvent. En politique, il faut savoir choisir entre deux inconvénients. Et voilà. Moi, j'ai choisi mon inconvénient, mais j'ai voté contre Sarkozy, comme j'avais voté contre Giscard, et j'ai fait des spectacles meetings pour aider Hollande à passer, pour aider Mitterrand à passer. Et pourtant, j'ai fini plus ou moins... non pas fâché avec, mais contre Mitterrand, quand j'ai su qu'il avait fréquenté René Bousquet, l'homme du Veldiv, assez tard dans sa vie. Et quand j'ai appris ça, dans le même temps, il m'a proposé la Légion d'honneur sous sa réserve personnelle de croix. Déjà, la Légion d'honneur, pour moi, c'est une faute professionnelle. Et je comprends très bien qu'on aime la Légion d'honneur, mais bon, pour faire plaisir à sa maman, à son papa, bon, ok. Mais moi, non. Et puis là, dans ce contexte-là, et j'ai répondu par une phrase qui est d'ailleurs dans le livre, je suis de ces clowns qui préfèrent le rouge qu'on met sur son nez à celui qu'on accroche à sa boutonnière.
Le livre, il commence par vos souvenirs d'enfance et d'adolescence. Il y a vraiment des choses très touchantes, en particulier la naissance de votre engagement antiracisme. C'est vraiment... Bah, c'est un peu obsessionnel chez moi, l'antiracisme, parce que le racisme est très présent partout. Partout. Et il n'y a pas qu'un racisme, il n'y a pas que le racisme de peau. Il y a le racisme de sexe vis-à-vis des femmes, par exemple. Là, dans quelques jours, avec une autre organisation qui s'appelle Opinion Internationale, je vais me rendre en Tunisie, car j'ai habité enfant dans une petite ville qui s'appelait Soukaras, qui est à la frontière de la Tunisie. La Tunisie et le sort de Tunisiens m'intéresse, me touche, me préoccupe. Et donc on m'a demandé de rejoindre quelques autres amis à Tunis pour faire à la fois un spectacle et parler avec les Tunisiens pour essayer de les aider à justement à se sortir, notamment les femmes qui ont participé à cette révolution de Jasmin et que il n'y a pas longtemps, ce gouvernement Hennada voulait traiter comme des êtres complémentaires. Bien, ça valait la peine de faire la révolution, et, etc., etc. Et je pense que le résultat de cette révolution n'est pas aussi satisfaisant qu'il le mérite. Et donc, sans faire la leçon, sans aller faire du néocolonialisme, un Français parle au Tunisien, ça, mais voilà, je vais avec quelques autres, avec aussi des artistes tunisiens qui sont formidables. Sans doute Felag, qui est un humoriste algérien, mais qui a vécu en Tunisie. Ça. On va essayer de faire bouger un peu les choses dans le bon sens en Tunisie. Mais il y a d'autres racismes. Il y a le racisme hiérarchique. Je veux dire que moi, j'en parle dans le bouquin d'ailleurs, je crois. Je radote en fait. Ma légion d'honneur, celle que j'ai refusée à Mitterrand, je l'ai acceptée d'une équipe d'un film de télévision que je tournais. J'avais le rôle principal et j'ai été choisi comme représentant de toute l'équipe. Et il y avait là un directeur de production, c'est-à-dire une sorte de contremaître, c'était pas le producteur, mais souvent dans le travail, c'est pas toujours le plus haut placé qui est le plus désagréable. C'est souvent les intermédiaires qui veulent se faire bien voir de ce qui est en haut et qui en rajoutent et qui font du zèle et qui se conduisent comme des salauds, au sens sartrien du mot, avec ceux qui dépendent d'eux. Et je me souviens que je l'ai emmerdé, ce type-là, parce que je peux être emmerdant, on peut savoir. Je suis gentil, mais je suis gentil avec les gentils, mais avec les méchants, pour parler comme un enfant, je suis très méchant, très, je sais faire. Et donc, et à la fin, je lui ai dit, j'ai offert un pot, comme on dit, à toute l'équipe, avec laquelle je m'étais entendu formidablement, et tout le monde était mêlé, des acteurs connus, les stagiaires, les techniciens, etc. Et puis il y avait ce type-là, le directeur de production, qui était tout seul dans son coin, personne ne lui parlait. Je lui ai dit, voyez, comme on s'entend bien, il n'y a que vous, voilà, on vous aime pas. Moi-même, j'aimerais que vous ne soyez pas né. Il m'a dit, vous y allez fort. J'ai dit, vous aussi. Bon, bref, voilà. Ce genre de choses. C'est parce que dans l'esprit de hiérarchie, je suis une star, je suis ceci, je suis cela, donc je domine, j'écrabouille tous ceux qui, socialement, il y a des différences. Il y a des différences de salaire, il y a des différences de vie, il y a des différences de talent parfois. Donc, certains qui sont mieux placés l'ont mérité, mais c'est pas une raison pour traiter les autres, pardonnez-moi, mais comme de la merde. Voilà. Oui, vous détestez, ça revient beaucoup dans le livre, les gens qui utilisent gratuitement leur pouvoir, quoi, qui l'utilisent pas de manière constructive. Voilà. Ça s'appelle la démocratie, ça. Juste. Non, je dis ça alors que vous êtes dans une monarchie. Et ce racisme dont vous parlez, vous y êtes confronté très tôt, puisque moi, c'est une des choses qui m'a touché, c'est ce rapport à votre Algérie, père. oui, mais en fait, vous avez lu que le premier chapitre. Oui, je me suis arrêté, ça suffit. Non, mais j'ai trouvé ça...
J'ai effectivement trouvé ce début sur votre enfance et l'histoire avec quand vous vous faites réformer du service militaire très touchant parce qu'on sent les racines de l'engagement qui dure jusqu'à aujourd'hui. Bah oui, je me suis fait passer pour fou. J'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire. Non, apparemment, ils ont détecté chez vous un comportement de comédien. Je trouve ça génial de vous raconter ça comme ça. Parce qu'ils avaient peur que je décourage tout le bataillon. Parce que je faisais la grève de la faim, je refusais tous les colis qu'on m'envoyait, ma mère, ou j'étais marié déjà à ma femme de l'époque, et j'ai failli crever d'ailleurs, parce que en fait, j'ai maigri affreusement, alors j'étais très séduisant, mais pathétique. Et donc, oui, ça a failli me coûter cher. Et ce qui est étrange, c'est que après m'être fait réformer et après avoir refusé d'aller tirer sur des jeunes gens avec qui j'avais été à l'école enfant, car pour moi c'était insupportable cette idée-là, et j'ai pensé à tous ceux qui étaient au fort de Vincennes, près de Paris, avec moi, et qui n'avaient pas choisi de faire cette guerre, et qui sont allés se faire tuer, se livrer à des sur ordre à des massacres, à des tortures, tout ce qui a eu lieu pendant la guerre d'Algérie. C'est pas à l'honneur de la France. Je m'apprête à faire un film d'ailleurs. Bon, j'en parlerai une autre fois, mais sur ça en Algérie. Parce que je suis pas non plus très satisfait par le gouvernement algérien. J'étais pour l'indépendance de l'Algérie, mais pas pour celle-là. Parce que, effectivement, le gouvernement militaire algérien n'a pas toutes mes faveurs. Mais bon, mais voilà, c'est la marge de l'histoire. Et donc, je fais des phrases, non. On arrive à suivre le fil. En fait, quand on suivra plus, je vous arrêterai. Mais c'est vrai que je me suis fait réformer. Et après, j'ai pensé à mes copains qui ne s'étaient pas, eux, fait réformer. Et il fallait... Alors, je dois avoir quelque chose de chrétien qui a survécu à mon caractère. Il fallait que j'expie. Et donc, lorsque me suis rendu à Alger, quelque temps après m'être fait réformer, c'était une ambiance de guerre. Tout le monde avait peur de tout le monde. Les Français avaient peur des Arabes, les Arabes avaient peur des Français. Et j'ai fait quoi? Je suis allé dans le quartier arabe, dans la Casbah d'Alger, où plus personne parmi les civils n'avait jamais mis les pieds, en petite chemise rose, d'été, main dans les poches. Et je me suis baladé dans les rues. Et les Algériens me regardaient. Ils n'avaient pas vu un Français autrement qu'un militaire depuis des mois, des années. Et j'avançais. Apparemment, ils me regardaient de façon plutôt bienveillante. J'ai acheté un kilo de mandarine, et puis je suis parti, et je suis rentré. J'aurais pu me faire égorger par un type qui avait des comptes à régler avec la France, qui avait peut-être perdu des gens de sa famille, assassiné par les parachutistes de l'époque. Jean-Marie Le Pen était un grand héros de la guerre d'Algérie. Et donc, voilà, j'étais pas tout à fait d'accord avec tout ça. Mais j'étais pas tout à fait d'accord avec moi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et donc, il fallait que j'expie en prenant un risque majeur. J'aurais pu y laisser la peau. Ben non, j'ai ramené des mandarines. Avec leur peau. On le disait au début, la collection s'appelle Conversation pour l'avenir. Est-ce que vous voyez dans la jeune génération, à part Gilles Van der Potten, des gens qui ont cette capacité de résistance et de révolte que vous aviez à l'époque pour faire un geste comme celui-là et que vous avez eu même... J'en parle de ça en père de famille, puisque j'ai des enfants. Nicolas Bedos, que certains connaissent, Victoria Bedos, que certains vont connaître, parce qu'elle a beaucoup de talent, elle écrit. Leslie, tous mes enfants écrivent, tous mes enfants font des choses d'une certaine manière qui me plaisent, parce que voilà, il y a une culture familiale qui fait que voilà, ils sont tous plus ou moins dans le même métier que le mien. Au moins dans la création, au moins, au sens large. Oui. Ils écrivent, ça. En tout cas, tous. Et ils arrivent qu'ils jouent aussi. Mais c'est vrai que mes enfants sont un tout petit peu perplexes devant mes engagements,
parce que depuis qu'ils sont nés, ils m'ont vu militer pour des tas de choses. J'étais ami avec Simone Signoret, avec Gisèle Halimi, avec des tas d'autres gens, plus évidemment des gens pas connus mais qui étaient là, etc. Et ils ont vu que certains de mes combats n'avaient pas été couronnés de succès, et tout ça. Et donc ils sont un tout petit peu plus timides, que je ne suis plus réservé. Cela dit, j'ai eu le plaisir de voir mon fils Nicolas chez Ardisson à la télé se payer Marine Le Pen. C'était un régal. Il m'a fait plaisir et il l'a fait très bien. Donc je pense, et au-delà de mes enfants, je croise pas mal de jeunes gens partout. Alors les jeunes gens, vous savez, c'est pas la jeunesse, ça veut rien dire. J'ai vu parmi les anti-mariages gays des tas de jeunes gens parler à la télé qui sont fachos complètement, qui sont beaucoup plus proches du Front National que du Front de gauche. Mais voilà, bon, ben, je pense qu'on n'est pas contenu ni dans sa génération, ni dans son métier, ni dans son physique, ni dans rien. Voilà, on est ce qu'on est. Et chaque être est une île. Je déteste les généralisations. Quand on dit les femmes, les hommes, les juifs, les arabes, les corses, etc., on dit une connerie. Toujours. Vous. Pardon ? Qui est corse? Les cons. Alors moi je le dis, mais je les connais, mes cons, à moi. Oui, c'est vrai. Oui, ça arrive, mais ça n'a rien à voir ni avec le niveau de diplôme. Je connais des gens que vous avez peut-être publiés, que vous avez peut-être en tout cas vendus, diffusés, qui sont couverts de diplômes. Et ce sont des imbéciles absolus, à vous dégoûter d'envoyer des enfants à l'école. Et je ne dis pas ça seulement pour Alain Finkielkraut. J'ai eu honte quand je suis retourné en Algérie pour faire un film avec Mireille Dumas, il y a à peu près 25 ans, car j'ai emmené mon fils au lycée d'Annaba, où j'avais fait quelques classes, et on avait gardé, les Algériens avaient gardé, les Algériens dont on disait qu'ils méprisaient tous les Français qui avaient vécu en Algérie, tout ça. Faux, faux. Ils avaient gardé tout mon dossier. Je m'en serais passé. Car mon fils a pu voir que j'étais pire que lui, que j'étais dissipé, que je choisissais les matières qui me plaisaient. D'une certaine manière, j'étais proposé au tableau d'honneur, à toutes les récompenses possibles par certains professeurs et au renvoi carrément par certains autres. Je ne foutais rien en maths, je ne foutais rien, je faisais le con, pour dire les choses simplement. Je faisais rire mes copains, j'étais extrêmement dissipé quand ça m'intéressait pas, et j'avais tort. Mais voilà, les maths, ça sert. La preuve, si François Hollande avait fait des études plus poussées dans les mathématiques, peut-être qu'il réglerait les problèmes de l'économie française. Mais donc j'avais beaucoup de copains. J'étais un, comment dire, pardon de dire ça, mais j'étais maltraité chez moi, mais au lycée, j'étais un leader. Et donc, j'avais beaucoup de copains qui me soutenaient, qui s'amusaient avec moi, et j'aimais bien les faire rire, oui, en effet. Et j'étais aidé aussi par des professeurs qui aimaient bien mon caractère, mon tempérament. J'ai eu notamment un prof de lettres qui s'appelait Monsieur Schneider. Je n'oublierai jamais son nom, il a disparu depuis, mais qui, encore une fois, oui, interrompait la classe de grec pour me permettre de lire pour me permettre de dire sur l'estrade des poèmes de Prévert, ou d'aller faire des idioties pour faire rire mes copains. Il m'aimait beaucoup et il m'a encouragé beaucoup. Je dois pas grand-chose à l'école, mais je dois beaucoup à certains professeurs. J'ai eu la chance d'être engagé en vedette américaine, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai finissé la première partie, lui, et tous les soirs,
j'allais en coulisses quand j'avais fini mon spectacle, et le public de Brel m'aimait bien aussi, et donc j'allais le regarder, l'écouter, et il m'a appris, alors qu'on ne faisait pas du tout le même métier, mais il m'a appris des tas de choses. Et il m'a appris à pas faire trop long, il y avait pas de rappel, il chantait ses chansons, et puis il partait, etc. Et puis dans la vie, on s'entendait très bien. Et ça m'a d'ailleurs consolé de... Non, rien. J'allais vous faire une confidence, mais c'est quand même un peu beaucoup. J'ai eu une relation avec une femme. Non. Justement pas. Malgré lui. Alors que je ne le connaissais pas. Je le connaissais comme artiste, bien sûr. Et donc, j'ai dit pour rire parfois, car il paraît que c'est pour elle qu'il a écrit « Ne me quitte pas », que je devrais toucher des droits sur cette chanson. Car là, avec celle-ci, j'ai pris la mesure, et ça m'est arrivé plusieurs fois, car plus jeune, maintenant je suis marié, je suis le mari, mais mon emploi c'est l'amant plutôt que le mari. Et j'ai pris la mesure du talent des femmes pour le mensonge. C'est extraordinaire. J'entendais... Ah bah, excusez-moi, je parle de celle-ci, de celle que j'ai connue. J'entendais des femmes, j'étais là, à côté d'elles, dans le même lit, et elles disaient, alors Jules, je t'aime, tu me manques, et tout ça. J'étais sidéré. Ce qui fait que quand ma femme fait des courses un peu trop longues et tout ça, je lui demande quand même un peu exactement ce qu'elle a fait et si elle est vraiment allée au supermarché. Car il y a des visites de médecins, des visites de coiffeurs qui cachent beaucoup d'adultère. Et malgré ça, il n'y a pratiquement que des femmes dans le public ce soir. Ben oui, j'ai l'habitude. Moi, j'ai une dernière question. Ce sera la dernière question. Oui, parce que là, on est en train de faire une causerie interminable. Moi, j'ai juste une toute petite question. Il faut vendre des livres, il faut vendre des livres. Avant qu'on passe aux dédicaces, une toute petite question. J'aimerais bien finir par savoir quelle est la mission de ce collectif Roosevelt. Sauver la France et l'Europe. Avec des gens comme Michel Rocard et tout ça, qui ont Michel Rocard a 83 ou 4 ans. Il a eu, comme Chirac, un AVC, comme on dit. Et ben, je vous assure qu'il est en pleine forme. Il est saoulant. Il arrête pas de parler. Il dit des choses très intelligentes. Je comprends pas tout, mais je sais que tout cela, et bon, moi, je peux accompagner ce genre de mouvement, vont proposer à la fois au gouvernement actuel français de changer des choses profondément sur le plan économique, sur le plan des rapports aux promesses qui ont été faites, sur l'immigration, sur... voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, à vous. Merci. Merci à tous.